Merci de nous retrouver en direct pour cette première édition de la semaine Appel sur le continent qui revient, monsieur, pour planter le décor avec donc cette visite officielle du ministre russe des Affaires étrangères du côté donc du Congo Brazzaville, une visite qui rentre dans le cadre de cette grande tournée africaine de Sergei Lavrov qui a démarré samedi 23 juillet du côté de l'Égypte et qui l'amènera tour à tour donc du côté du Congo Brazzaville où il est d'ailleurs très actuellement, mais surtout du côté du Mozambique. Et en début d'après-midi, bien le ministre russe des Affaires étrangères a d'ailleurs donné un point de presse, le point de presse qui est censé clairement retracer l'objectivité de sa présence donc sur le sol congolais. Et nous, on reviendra donc pour tenter de comprendre et d'apprécier davantage cette grande diplomatie russe qui est de plus en plus accélérée sur le continent africain. Pourquoi le choix du Congo Brazzaville, pays d'Afrique centrale, une visite qui a lieu au moment où le président français Emmanuel Macron lui également est attendu sur le sol d'un autre pays de cette Afrique centrale, le Cameroun pour ne pas le citer, pour en débattre avec nous dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Gamal Abina, vous êtes internationaliste. Merci infiniment de nous retrouver, Gamal. Bienvenue, bonjour. Merci pour l'invitation et merci pour simplement pour le débat. Bonjour. Linda Larbaoui est également de notre. Linda, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Gamel, à vous et à toute Afrique Média et nos téléspectateurs, et merci de m'avoir invité. Le point pour nous d'aller donc justement du côté de la réalisation afin d'avoir le cœur net sur ce point de presse. On suit un extrait avant de revenir vous retrouver, Gamal, Linda, mais surtout nos très chers téléspectateurs, puisque le standard sera lui également ouvert afin de vous permettre d'apporter votre contribution sur cette grosse thématique. Nous repartons du côté de la réalisation pour prendre cet élément. Nous avons eu une discussion détaillée avec Monsieur le Président, avec Monsieur Sassou Nguesso, et les discussions avec mon proche ami, le ministre des Affaires étrangères. Nos relations s'appuient sur une histoire ancienne d'amitié et de coopération. Elle repose sur le principe d'égalité de droit et de respect des intérêts mutuels et de coopération sur l'arène internationale conformément à la charte de l'ONU. Aujourd'hui, nous avons examiné la dimension du renforcement de notre coopération, et notamment qui est très prometteuse, notamment en matière énergétique, des transports, des infrastructures, des télécommunications. Un certain nombre d'entreprises russes travaillent dans la République du Congo et manifestent leur intérêt. Nous avons vu une réaction tout à fait positive pour développer de nouveaux projets. Les orientations concrètes qui ont été discutées aujourd'hui seront travaillées pour préparer la nouvelle commission intergouvernementale qui se tiendra à Brazzaville fin septembre de cette année. Des deux côtés, nous avons participé à notre intérêt pour cette coopération et nous envisageons aussi une coopération sur le plan technico-militaire. La Russie continuera à
travaillé avec la République du Congo, notamment dans la formation du personnel et notamment avec un relèvement des niveaux de pension pour les étudiants qui font leurs études dans notre pays. Et cela, ils sont 150 à faire leurs études actuellement dans nos universités. Et cela, pour l'instant, permet d'avoir un total de 8000 étudiants à avoir suivi cette formation. À la lumière de la diffusion sur notre planète de différentes épidémies, nous avons manifesté notre intérêt pour le développement de nouvelles formes de coopération avec la mise en place de nouveaux laboratoires pour l'étude et la lutte contre les maladies infectieuses. De même, à cet égard, nous avons transmis à nos amis un chargement humanitaire avec des systèmes de mesure pour la variole du singe. Nous travaillons de façon étroite sur l'arène internationale et nous avons des positions très proches, très convergentes sur différents problèmes qui sont discutés au sein de l'ONU et d'autres plateformes de discussion internationales. Sur la plupart des questions qui suscitent des divergences, nous travaillons de façon solidaire et nous apprécions le travail que nous faisons avec nos amis de la République du Congo. Brazzaville se prononce de façon générale pour la lutte contre la discrimination, que ce soit au sein de l'ONU par exemple, et nous répondrons par la réciproque. Aujourd'hui, nous avons exprimé notre appréciation au président et au ministre congolais des Affaires étrangères pour leur prise de position modérée dans le contexte de ce qui se produit autour de l'Ukraine. Ils ont une très bonne compréhension des changements qui se produisent aujourd'hui à l'initiative artificielle de nos partenaires occidentaux. Nous nous prononçons pour la démocratisation des relations internationales, pour la participation juste et dans le respect de l'égalité de tous les acteurs internationaux, comme le demande la Charte de l'ONU, contre les diktats et les chantages exercés par certains pays souverains. Nous n'approuvons pas les initiatives de nos partenaires occidentaux sous le prétexte de la situation autour de l'Ukraine d'oublier tous les conflits qui depuis des dizaines d'années ne sont pas résolus et qui causent toujours des problèmes, notamment la question du conflit israélo-palestinien.
Il y a beaucoup de crises qui n'ont pas été résolues sur le continent africain, mais j'apprécie le rôle que la République du Congo, personnellement le président Sassou Nguesso, pour trouver une solution à toutes ces crises. Et bien sûr, c'est la situation dans la République voisine, la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs, en Mali, en Somalie, en République centrafricaine. Et nos amis congolais, avec leurs autres collègues africains, cherchent à trouver des solutions positives. Je noterai en particulier le rôle du président Sassou Nguesso en sa qualité de président de la Commission au sommet de l'Union africaine pour la résolution du conflit libyen. Monsieur le Président a fait part de ses projets d'organiser très prochainement une conférence libyenne pour parvenir à la paix nationale avec tous les représentants, sans exception, des forces politiques dans ce pays. Nous avons chaleureusement salué cette volonté de mettre en place un processus inclusif parce que les initiatives qui ont été lancées jusqu'à présent par les pays européens ou le secrétariat général de l'ONU ne proposaient une solution qui implique l'ensemble des forces politiques libyennes. Je veux dire que Monsieur le Président avait à l'esprit dans la préparation de cette conférence, avec notamment la participation d'acteurs extérieurs tels que la Fédération de Russie, nous serons prêts à l'aider à organiser ce forum très important. Encore une fois, en conclusion, je tiens à remercier nos amis congolais et rappeler à mon cher collègue que maintenant, c'est son tour de venir se rendre en Fédération de Russie. Et voilà, merci donc pour cet élément. C'était donc la conférence de presse conjointe entre les ministres Serki Larov et Jean-Claude Gakosso, ministres respectifs, du moins ministres des Affaires étrangères des deux pays, d'abord de la Fédération de Russie, mais surtout du Congo-Brazzaville. Gamal Abina, on revient donc davantage à vous pour tenter de comprendre et d'apprécier cette grande diplomatie russe qui est donc engagée sur le continent africain. Mais le cas ce soir, le cas échéant, on évoquera davantage le cas congolais. On a suivi Serki Larov qui davantage a tenté d'apprécier la démarche du Congo dans dans cette opération militaire engagée par la Russie du côté de l'Ukraine, ce qui nous permet de comprendre clairement que la Russie a un regard clair autour de ces peuples, de ces nations, de ces pays africains qui leur apportent jusqu'ici un quelconque soutien, car ils en ont besoin pour véritablement, mettre à mal le globalisme et le néolibéralisme qui veut clairement s'aimer, on va dire, le désordre à travers le monde entier. Tout à fait. Bonsoir. Pour commencer, donc oui, effectivement, Sergueï Lavrov, quand il fait son tour d'Afrique, il est immédiatement suivi d'ailleurs par Macron qui veut faire la même chose pour essayer de sauver ce qui reste à sauver de sa France-Afrique et de l'influence occidentale sur l'Afrique. Aujourd'hui, le pari russe sur l'Ukraine est gagné, on le voit bien, il n'y a plus
plus de retour en arrière possible. Et surtout, les Russes ont décidé d'utiliser des termes qui sont extrêmement offensifs par rapport à la question libyenne, par exemple. Ils en parlent beaucoup parce que la trahison qui a été faite par rapport à la Libye, ça n'est toujours pas passé pour les Russes. Ils ont empêché l'effondrement de la Syrie et c'est très bien, mais on se rend effectivement compte que la Pax Americana qui a duré pendant 30 ans, donc la guerre ouverte, le conflit permanent, qui était pire que la guerre froide, eh bien cette Pax Americana va enfin s'arrêter et on va passer à un monde rééquilibré. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique est si importante que cela? Pourquoi est-ce que effectivement ça rebat les cartes? Il faut remarquer plusieurs choses. Lavrov ne va pas se rendre, ils ne seront pas en Asie, ou très peu, je veux dire, ils font des sommets classiques, mais enfin c'est des sommets habituels. Ils ne seront pas en Amérique du Sud, ils seront en Afrique. Parce que l'Afrique est devenue centrale. Le nœud du problème est africain, le fait que, évidemment, les Russes approvisionnent pour grande part aux besoins agricoles des Africains compte, et surtout les Africains sont les grands producteurs de gaz et de pétrole. Donc, on parle dans le même cercle d'amis. On parle dans les mêmes cercles d'intérêts convergents, et surtout on parle dans les mêmes cercles de gens qui sont littéralement anti-impérialistes, anti-colonialistes. Les Russes se positionnent comme en étant anti-impérialistes, évidemment. Eh bien, ils trouvent une oreille favorable en Afrique. Et lorsque Lavrov va là-bas pour expliquer qu'il remercie tel ou tel chef d'État, comme on vient de l'entendre, pour avoir joué la carte de l'apaisement en Libye, lorsqu'il dit qu'il est un partenaire crédible, lorsqu'il propose des sommets Russie-Afrique qui se multiplient en concurrence des sommets Chine-Afrique ou des sommets Turquie-Afrique ou des sommets France-Afrique qui ont été de pâles copies et de mauvaise qualité, eh bien, on voit bien que le curseur aujourd'hui dans le monde est africain. Les énergies sont africaines, l'avenir est africain, et la bascule du monde se fera en Afrique. L'Asie étant déjà bien positionnée et prépositionnée, les Russes ne sont pas inquiets sur les questions asiatiques, mais ils ne veulent pas se faire dépasser sur les questions africaines. Ils sont très impliqués, on voit bien ce qui se passe actuellement au Mali et en Centrafrique, les Russes sont de plus en plus déployés et poursuivront leur déploiement tous azimuts, qu'ils soient sur un terrain politique, militaire ou économique. Et donc l'Afrique devient le prochain objet, évidemment, de chamaillerie entre l'Est et l'Ouest, mais traditionnellement, l'Afrique a déjà été, malheureusement, pendant la guerre froide, ce théâtre d'opération des guerres qu'on disait à l'époque par destination ou par proxy. Aujourd'hui, l'Afrique redevient le maillon, entre guillemets, faible des pays du Sud, mais qui sera le maillon fort en matière de négociation. C'est la raison pour laquelle Lavrov, qui est un fin négociateur, sait à qui il s'adresse, comment leur parler et quel est le discours qui sera le mieux entendu. Et je pense qu'il a réussi à se faire entendre parce que la position russe aujourd'hui singulière a surpris plus d'un. On a surpris énormément et les Africains se disent pourquoi les Russes ont réussi ça et pourquoi pas nous? On va peut-être se mettre du côté des gagnants. Alors, merci à vous. Madame Linda Larbaoui, je reviens à vous pour tenter de comprendre et mieux apprécier. C'est vrai que notre ami Gamal Abina a évoqué un pan de la chose, notamment la question libyenne. On y reviendra de fond en comble dans le cadre de cette émission pour tenter de comprendre clairement le choix du Congo. Pourquoi le Congo clairement inscrit sur l'agenda de la diplomatie russe? Le Congo, c'est parce que si vous voulez dominer la région des Grands Lacs, c'est le Congo. C'est comme le Mali, si on veut dominer le Sahel, c'est le Mali. Ça a la même importance. Le Congo, c'est la région des Grands Lacs. Et c'est pour ça, Monsieur Lavrov n'est pas là que pour les Français ou pour les Américains. Il y a les Anglais qui sont très positionnés, ils sont très très bien positionnés dans cette région-là. Donc, si Monsieur Lavrov et si la Russie veut mettre fin à l'hégémonie occidentale, eh ben, il faut aller dans les coins sensibles et les endroits sensibles et les endroits où ces pays-là puisent leur force. Donc, le côté stratégique du Congo, la force anglaise qui est déjà là avec la force française qui a rejoint le côté anglais, et puis bien sûr les Américains qui sont sur le continent et qui veulent pas céder la place. Donc Monsieur Lavrov, tout simplement, s'il veut mettre fin à l'hégémonie des États-Unis, de leurs alliés, il faut qu'il aille là où ils puisent justement leur force. Et leur force, il y a certains pays qui sont ciblés, et certains pays que Monsieur Lavrov devra visiter. Gamal Abina, il faille donc clairement, c'est une démarche purement et simplement stratégique, comme l'a dit, comme le pense clairement Linda Larbaoui, le cas du Sahel avec le Mali qui est un point d'ancrage assez important pour cette bataille du Sahel, mais davantage la région des Grands Lacs qui reste véritablement notre beau billet autour duquel on aura certainement une autre guerre froide entre
les géants européens, mais surtout américains. On voit clairement ce qui se passe avec la République démocratique du Congo, avec ces différents mouvements qui sont bien évidemment mis en branle pour tenter de s'aborder clairement la sécurité dans ce pays de la République démocratique du Congo. Mais la question et l'interrogation aussi se voudrait assez particulière pour un pays comme le Congo-Brazzaville qui ne connaît pas jusqu'ici quand même une quelconque menace terroriste, à mon sens. Est-ce que c'est davantage une démarche avant-gardiste de la Russie que d'avoir ce point d'ancrage avec le Congo-Brazzaville pour clairement se positionner au cœur de ces enjeux autour de la région des Grands Lacs? Alors c'est une bonne question parce que le Congo-Brazzaville, qui n'est pas le Congo-Kinshasa, effectivement, c'est le Congo de la côte, qui est un pays qui est quand même assez riche, doté de pétrole, qui est dirigé par Sassou Nguesso depuis très longtemps déjà, et qui est un pays qui est une sorte d'arbre de stabilité, est un enjeu pour les Russes qui n'est pas anodin. Quand on a un pays qui est stable et qui n'a pas de raison de faire appel à d'autres partenaires, particulièrement, on se dit que c'est peut-être intéressant. Enfin, les Russes pensent que ce serait intéressant de les convaincre. Ils ont convaincu des pays qui étaient en déstabilisation comme le Sahel, particulièrement le Mali, et ça va être le cas avec évidemment le Burkina Faso, c'est déjà le cas avec la Centrafrique. Donc c'est des pays centraux qui ont sur un plan géostratégique, qui ont une position importante. Mais effectivement, l'entrée du Grand Congo, puisque in fine, le plus important, et ça vient d'être souligné par Linda Labaoui, c'est la région des Grands Lacs. Le Grand Congo, c'est le croisement de plusieurs. D'abord, c'est un pays qui est important. On se souvient de l'ère Mobutu et de la catastrophe qui a eu lieu au moment où il arrive au pouvoir. Mais surtout, on se rappelle qu'aujourd'hui, c'est un pays qui, et je tiens quand même à le rappeler pour que les spectateurs l'entendent, a subi près de 10 millions de morts maintenant. Ça fait près de 20 ans que ce pays est saigné à blanc, que des centaines de milliers de personnes sont tuées par mois, et que finalement, enfin des dizaines de milliers de personnes, excusez-moi, et que finalement on arrive à 10 millions de morts. Donc c'est un pays qui regorge de ressources minières, de terres rares, d'or, d'uranium, de pétrole, de gaz, tout ce que vous voulez, de bois, bref, tout ce qui existe dans le monde est concentré au Congo, de façon évidente. C'est-à-dire que l'exploitation est facile, instantanée, et tous les États prédateurs de la région se servent à satiété sur ce territoire en alimentant une guerre civile qui ne devrait plus exister. Donc c'est vrai que quand on va à la porte du Congo, au Congo Brazza, eh bien on est à la frontière de la stabilité chronique. Je pense que les Russes proposent leurs bons offices en parlant à un pays stable pour dire nous ne sommes pas là que pour la guerre. Je pense qu'ils sont là aussi pour nouer des alliances stratégiques et pour développer leurs relations. Alors c'est vrai de rappeler que le Congo, c'est pas seulement la Belgique qui avait été offerte à l'époque de la conférence de Berlin, c'est un immense territoire qui était offert à Baudouin à l'époque. C'est pas à Léopold, je vais dire une bêtise, c'est pas seulement la Belgique, ce n'est pas seulement évidemment la France, avec les opérations meurtrières qui ont été conduites avec tout ce qui était opération dans le sud du Congo avec le Katanga et la volonté de faire sécession. C'est pas seulement la question belge qui a exporté son modèle de racisme intra-belge entre les Wallons et les Flamands. Ils ont créé des ethnies burundaises et Burundi et l'autre ethnie, je me rappelle plus le nom, je suis fatigué. Au Rwanda, où on a créé deux ethnies, Hutu et Tutsi, excusez-moi, voilà, donc sur le Burundi et le Rwanda, il y avait les Hutus et les Tutsis, donc c'est pas seulement cela, ça c'est des méthodes pour tuer des frères entre eux, c'est surtout le fait que tous les agents, je dis bien, que ce soit les services secrets belges, la CIA, les services français ou anglais, le MI5 ou MI6 maintenant, tous ces agents sont en place pour garantir leur précaré. Chacun y va de son influence, et évidemment les anciens pays qui étaient dans la région, que ce soit à l'époque de Santos dans l'Angola ou encore sur le Rwanda ou enfin tous les pays limitrophes évidemment de cette région extrêmement riche, tentent de profiter de la misère de ce pays. Donc si les Russes proposent leurs bons offices dans la région et proposent de stabiliser la région en faisant en sorte que, en parlant à un pays stable en l'occurrence, il y a peut-être l'espoir de voir une volonté russe de faire une sorte de fédération africaine après avoir stabilisé et sécurisé le territoire. Je pense que c'est le premier aspect. Ensuite, les Russes ne parlent pas à l'Afrique, ça ne veut rien dire l'Afrique. Ils parlent aux Afriques. Les Afriques, c'est plusieurs régions, plusieurs cultures, plusieurs traditions, plusieurs civilisations, parce qu'on oublie toujours que c'est plusieurs civilisations, les Afriques. Donc, ils parlent aux différentes Afriques. Ils ne parlent pas à l'Afrique francophone comme l'Afrique anglophone. Ils ne parlent pas aux Zoulous comme ils parleraient aux Algériens. Ils parlent en fonction des territoires chez qui ils vont, parce qu'il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de mélange de genres. Donc, je pense que ces approches-là sont des approches pragmatiques, stratégiques, et surtout des approches qui ménagent vraiment le fait culturel et ne tombent pas dans le piège de la condescendance néocolonialiste. Ce qui fait qu'effectivement, les Africains, quand ils reçoivent les Russes ou les Chinois, les reçoivent quand même avec une certaine bienveillance, on va dire.
Alors, Gamal, je reste avec vous parce que là, on va tenter clairement d'apprécier l'apport ou alors la coopération de la Russie avec les peuples d'Afrique sur du moins jusqu'ici. Puisqu'on parle d'un pays qui a quand même une certaine stabilité du point de vue sécuritaire, on avait cru penser effectivement que la seule coopération entre la Russie et les États africains, c'était juste une coopération militaire du point de vue, voilà, des performances en termes de formation militaire et tout, que la Fédération de Russie pouvait apporter aujourd'hui aux peuples africains qui sont en proie quand même à des vives questions d'instabilité, des vives questions d'insécurité. Aujourd'hui, sur le cas du Congo, on comprend clairement que la Russie a bien d'autres services à apporter au continent africain. Alors, il y a plusieurs choses qui font que ces services sont possibles. C'est que la Russie s'est reconstruite. Elle a été ravagée par l'ère Helsinki. C'était catastrophique. Il a fallu quasiment entre 15 et 20 ans pour que cette grande puissance industrielle militaire, pas civile malheureusement, militaire, se reconstruise. Ensuite, la Russie, c'est pas seulement le militaire, effectivement, il faut bien le souligner. Il y a un aspect qu'on oublie des Russes, qui était très important du temps de l'URSS, même de la Russie actuelle, c'est l'aspect coopération estudiantine. Les Russes reçoivent énormément d'étudiants africains en Russie. Donc ils forment des cadres. On le voit de façon évidente pour l'Algérie, puisque tous les cadres de l'armée algérienne sont formés en Russie, mais pas seulement, les scientifiques algériens. Et le reste de l'Afrique bénéficie de ce savoir-faire parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Russie, qui est un pays d'obédience socialiste, c'est un pays qui avait chevillé au corps l'idée qu'il fallait moderniser et développer et maîtriser les technologies. Donc ces technologies civiles aujourd'hui actuellement chez les Russes commencent à se développer de façon très graduelle, et les Russes ne proposent pas seulement des questions sécuritaires, c'est le premier aspect, bien évidemment, mais ils proposent aussi des coopérations tous azimuts sur le terrain économique. Aujourd'hui, quand ils s'adressent à des pays qui sont en développement, parce que la croissance africaine, ce que l'Occident a tendance à oublier, est une moyenne de 5% par an, c'est une croissance hallucinante, effrénée, et qui commence à être maîtrisée, on l'espère, eh bien les Russes le savent ça. Donc cette croissance combinée de la Russie qui se développe à vitesse grand V et de ce continent africain très divers, mais qui se développe aussi très richement, très vite, très bien, elle se fait sur la coopération intellectuelle, universitaire, technologique, évidemment militaire, mais civile, ça commence à venir. Les Russes, par exemple, maîtrisent parfaitement tout ce qui est télécommunication, contrairement à l'idée reçue. Les Russes maîtrisent parfaitement tout ce qui concerne les technologies de base, d'extraction minière et surtout de maîtrise des flux énergétiques. C'est que les Russes apportent beaucoup de coopération tous azimuts qui permettent d'espérer, sans que les Africains soient lésés, mais il faut le faire avec intelligence, que ce partenariat stratégique puisse profiter, ce soit un vrai partenariat gagnant-gagnant. Le fameux win-win des Américains qu'on entend beaucoup mais qu'on ne voit que très peu, là peut s'appliquer. Ensuite, les Russes travaillent de façon extraordinaire avec la Chine, qui est la première puissance quand même économique mondiale, la première puissance technologique mondiale, et qui est d'accord pour développer cet axe gagnant du côté sino-russe. Donc, effectivement, l'Afrique risque, si elle fait bien le travail, de bénéficier de ça. Ce qui est important de souligner, c'est que 60 ans d'indépendance nous conduit à se dire, on en a encore à dire aujourd'hui, 60 ans après, l'Afrique est en voie de développement, ce qui est inadmissible. Quand l'Asie aujourd'hui est développée, donc la problématique qui se pose, c'est est-ce que les Africains ne sont pas développés parce qu'ils n'en avaient pas les moyens intellectuels, ou est-ce qu'on a empêché les Africains de se développer parce qu'on a retiré leurs moyens intellectuels? La réponse est très simple, on leur a retiré les moyens et aujourd'hui, les Russes proposent de réaffecter ces moyens en proposant des formations et de la fixation d'intelligence sur l'Afrique. Tout à fait. Gamal, merci. Linda, je reviens à vous avec certainement davantage cette même réflexion pour tenter d'apprécier ces services donc qu'apporte la coopération entre la Fédération de Russie et les peuples d'Afrique. Il y a un narratif qui laissait clairement croire que la Russie n'apportait que cet accompagnement militaire technique dans la formation, en tout cas de l'armée avec les instructeurs russes. Mais cette fois-là, précisément sur le cas du Gabon, que dis-je, du Congo-Brazzaville, on a clairement suivi qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer dans cette coopération entre la Fédération de Russie et les nations africaines. Et d'ailleurs, Gamal Abina l'a relevé fort opportunément, la formation des étudiants africains sur le sol russe. J'ai pas retenu les chiffres, mais je crois que c'est quand même plus de 3000 étudiants congolais recensés par le ministre Sergueï Lavrov, qui laisse quand même croire et faire mentir du moins ce narratif qui a pignon sur rue, selon lequel la Russie n'apporte clairement qu'un appui alors qu'un accompagnement militaire au peuple africain. Je vais vous donner les chiffres. Il a parlé de 1500 et il a parlé en tout, ça fera 8000 et quelques qui seront formés en Russie. Ouais. L'ancienne URSS, dans l'ancienne URSS, on retrouve la Moldavie.
la meilleure école de médecine au monde, c'était en Moldavie. Les Russes l'avaient développé là-bas. Donc, il y a déjà cet élément. Et les Russes, c'est des très très bons médecins. Si on retourne juste un peu en arrière, le vaccin contre le corona, le vaccin russe et le vaccin chinois, ce sont des vaccins inactifs. Ils font beaucoup moins de mal que les vaccins qui ont été développés par les Américains, par les Anglais. Et c'est pour ça que les Américains ont fait barrage et ils ont voulu sanctionner tous les pays qui achetaient ces vaccins-là. Donc, on a une fausse image de ce qui était l'URSS et de ce qui est aujourd'hui la Russie. Mais il faut remonter aussi à l'époque impériale. L'industrialisation de la Russie impériale avait commencé bien avant l'industrialisation des Anglais ou des Français, de leur territoire, ou des Allemands. Ça, les gens ont une mauvaise connaissance de ce qui était la Russie impériale et de ce qui est devenu l'Union soviétique après, et ce qui est la Russie aujourd'hui. Il ne faut pas oublier aussi une chose, que l'Empire ottoman a été très puissant et les sciences ont été développées. Et les Russes ont bénéficié de toutes ces sciences-là par rapport à leur rapprochement justement de l'Empire ottoman et par rapport aussi aux républiques qui faisaient partie de l'Empire ottoman et qui ont rejoint l'Union soviétique. Donc il y a tout un savoir-faire que les Américains ont tout fait pour cacher ou pour la propagande américaine a fait beaucoup de mal à la Russie ou à l'Union soviétique. On l'a vu rien que pour la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, c'est l'Union soviétique qui a libéré l'Europe, mais c'est les Américains qui se sont appropriés cette gloire. Donc, dans les sciences, c'est pareil. Les Russes sont très forts dans beaucoup de domaines. Pourquoi les Américains, juste la première semaine de l'opération spéciale, ils avaient demandé aux Russes de ramener, au départ, j'en avais parlé, je pensais qu'il n'y en avait qu'un astronaute américain, mais après, bon, il s'est avéré qu'il y en a eu 2. Et les Russes ont refusé et ils ont dit aux Américains, si vous êtes aussi costauds, allez chercher vos astronautes vous-même. Parce que les rois de l'espace ne sont pas les Américains, c'est faux. Les Américains ont entraîné dans un jeu l'Union soviétique pour les saigner financièrement, cette guerre de l'espace, tout ça. Ils nous ont fait croire qu'ils ont été sur la Lune, ils nous ont fait croire beaucoup de choses, et en réalité, rien de cela ne s'est passé. Et les Russes, ils ont gobé cette histoire, donc eux, ils ont travaillé durement pour y arriver. Et aujourd'hui, il y a un résultat qui date quand même des années 80, 90, juste au moment de la chute, parce que ils ont continué à travailler, même si le Boris Yeltsin a fait des dégâts ou Gorbatchev avant lui, il y a quand même des savants russes qui étaient là, il y a des scientifiques qui étaient là, mais qui ont continué leur programme. Aujourd'hui, les Russes ont réussi avec les Chinois, et c'était un programme de l'époque de l'Union soviétique en association avec les Chines, ils sont aux missiles orbite. Donc il y a des missiles qui sont en train ils avaient parlé de 7 missiles qui tournent autour de la Terre. Et c'est quand même extraordinaire d'arriver à tout ça. Donc on a une fausse image et une fausse idée de ce que peuvent apporter les Russes. Dans le domaine aussi de l'agriculture, aussi ils sont number one dans le monde. Eh ben, c'est parce qu'ils sont très forts et parce qu'ils ont développé tout un système qui permet d'exploiter au maximum un rendement sur une terre. Donc il y a tout ça, il faut prendre compte de tout ça. Maintenant, je vais revenir à une chose qui a été dite tout à l'heure et qui me gêne un peu parce que la réalité est bien loin de tout ça. Si Monsieur Lavrov a choisi ces 4 pays qui sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Congo, il y a une fausse stabilité. Ce ne sont pas des pays stables. Ce sont des pays qui, en apparence comme ça, on croit que c'est stable. Mais quand on prend les services secrets des pays comme Israël, comme la France, comme l'Angleterre, tout ça, les États-Unis, ils jouent énormément dans ces parties-là de l'Afrique. Ils sont très très
très présent. Et les 4 pays que j'ai cités peuvent d'un moment à l'autre exploser. Et c'est pour ça, je pense que la Russie a choisi ces 4 pays. Et les services secrets de ces pays-là, les services de sécurité, plus les gouvernements, sont très très conscients de la situation. Aujourd'hui, l'Égypte, en apparence, c'est calme. Et c'est pareil pour le Congo. En apparence, c'est calme, mais réellement, ça ne l'est pas. Et au fil du temps, là, avec vos questions, je vous répondrai, je vous dirai pourquoi ce n'est pas calme. Je préfère donc rester avec vous, Linda Labaoui, pour embrayer clairement autour de cet axe, de ce corridor que vient d'ailleurs de tracer la diplomatie russe qui est donc, j'en ai dit clairement, un nouveau corridor de sécurité, alors de coopération qui va certainement dans les jours à venir nous montrer clairement les enjeux qui s'y trouvent, notamment autour de l'axe Égypte, Congo, Brazzaville, Ouganda, l'Éthiopie. Pour le cas de l'Éthiopie, nous connaissons clairement la position de ce pays-là, mais aussi les récents événements qui s'y sont clairement déroulés avec le dynamisme d'ailleurs qu'a montré le gouvernement éthiopien avec son premier ministre Abiy Ahmed pour clairement tordre le cou à ces mouvements sécessionnistes dans le Tigré. Vous nous faites clairement savoir que l'Égypte, lui également, n'est pas épargné d'une quelconque déstabilisation. L'Ouganda, qui est parfois pointé d'un doigt accusateur par de nombreux panafricanistes comme étant un pays qui jouerait les troubles faits sur l'instabilité répétée à l'est de la République démocratique du Congo. Linda Labaoui, quel est clairement le projet, j'allais dire, inavoué autour de cet axe, de ce corridor bien tracé par la diplomatie russe? Les pays ne sont pas des ONG, donc on part de ce principe. Chaque pays cherche ses intérêts. Après, il peut y avoir des intérêts partagés, ce qui est le cas aujourd'hui entre tous les pays africains, je dis tous les pays africains confondus, et la Russie. La Russie, c'est un pays qui a subi des invasions. La Russie, c'est un pays qui a subi aussi une déstabilisation, parce que si on revient à l'époque de la Russie impériale, pourquoi il y a eu cette révolution bolchevique qui l'a financée, tout ça. La révolution bolchevique, si on revient à l'histoire, ça a été financé par les mêmes personnes qui ont financé le nazisme et qui ont financé aussi l'islamisme. Ça vient de Wall Street, voilà. Donc, je ne dis pas pour dire, ce sont des faits réels. Et quand M. Poutine a parlé de Lénine, et il a dit dans son discours, le premier jour, le deuxième jour de l'opération spéciale, il a dit que c'était une erreur de l'histoire, que Poutine ait donné des parties, tout ça. Mais beaucoup de gens ont interprété comme quoi Poutine avait craché sur Lénine et sur l'Union soviétique. C'est faux. C'est faux, parce que Lénine, avec son équipe de l'époque, c'est eux qui avaient tué le tsar, mais ils n'avaient pas à le tuer. Donc je vais revenir à votre question, ça a rapport avec votre question, vous inquiétez pas. Donc Lénine était impliqué dans la liquidation du tsar alors que le tsar avait capitulé. Pourquoi le tuer? Pourquoi éliminer toute la famille? Donc on est resté dans ce sens-là et ça a continué jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, pareil, Monsieur Poutine en parle. Il dit les Américains, au lieu de s'arrêter à ça, ils ont gagné la guerre froide. C'est bon, la Russie, l'URSS a été dissous, on a dissous le pacte de Varsovie, mais ils ont continué et ils ont été plus loin. Donc ce qu'a subi la Russie pendant 3 siècles, encore une fois, le premier document pour envahir la Russie, il est en France, au ministère des Affaires étrangères, dans leurs archives, il date de 1730, c'est quand même très loin. Donc, ce qu'a subi la Russie, l'Afrique le subit encore. La Russie a eu cette chance d'avoir développé des armes, d'avoir développé tout un système de défense, d'avoir développé aussi des services secrets. Et cela parce que Staline, à un certain moment, il a refusé de continuer le chemin de Lénine.
Et donc Staline a fait en sorte quand même de donner un pouvoir à la Russie. Et ce pouvoir, la Russie ne peut le conserver que si elle coupe les ailes des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui donnent la force aujourd'hui aux États-Unis, ce sont les pays de l'OTAN, les alliés, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est près de la Russie. Ce n'est pas les États-Unis, ils sont très loin. Donc on l'a vu avec l'Ukraine, on l'a vu avec la Finlande, avec la Suède. Donc aujourd'hui, l'intérêt des Russes, c'est d'être tranquilles dans leur pays, et cette guerre qu'ils ont déclarée contre l'OTAN, et ça se joue en Ukraine, et ils l'ont bien dit, que ce soit monsieur Lavrov, Medvedev ou monsieur Poutine, ils l'ont tous les trois dit. On va se débarrasser une fois pour toutes de ce problème. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls, et ils sont conscients. Celui qui croit que l'Afrique n'a pas de pouvoir, c'est faux. En 1971, c'est le vote africain qui a fait basculer les résultats aux Nations Unies, et la Chine a reconquis son siège permanent au sein de l'ONU. Et quand il y a eu, justement, quand les États-Unis ont demandé à sanctionner les Russes, et ben voilà, c'est le vote africain qui a donné même ceux qui étaient neutres, ils ont donné du pouvoir aux Russes. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque visite, monsieur Lavrov ou même monsieur Poutine, il l'a rappelé, il remercie l'Afrique et les pays africains d'avoir été compréhensifs. Donc nous avons le même ennemi, nous avons le même objectif, et puis si nous sommes solidaires les uns avec les autres, les Chinois sont concernés aussi, l'Inde est concernée aussi, donc si nous sommes solidaires, on arrivera une fois pour toutes à nous débarrasser de cet impérialisme et ce néocolonialisme qui veut continuer à dominer le monde. Merci à vous, Madame Linda Larbaoui. Alors, Gamal Abina, je reviens à vous avec clairement cette même réflexion qu'a soulevée tout à l'heure Madame Linda Larbaoui. Eh bien, le tracé bien arrêté par le gouvernement, la Fédération russe, n'est pas un tracé, j'allais dire, ex nihilo. Il répond clairement à une nouvelle donne de l'Égypte au Congo-Brazza, en passant par l'Ouganda jusqu'à l'Éthiopie. Quel est le véritable plan inavoué, on va dire clairement, de la diplomatie russe autour de ce corridor? Ces pays sont stade de fait pour deux raisons. Je parlerai moins d'Éthiopie parce que l'Éthiopie a été instabilisée récemment avec la crise qu'on a appelée du Tigré, donc qui était alimentée par l'Amérique, mais c'est un échec total. Donc le pays est resté stable. C'est des pays qui sont riches, faut pas le perdre de vue. L'Éthiopie est riche. L'Égypte évidemment est une grande puissance militaire riche qui a tendance à être un peu pro-américaine, ça on le sait déjà. Il y a les alliés traditionnels qu'on connaît en Afrique, comme l'Angola par exemple, mais ces pays que vous me citez, ce sont des pays qui ont une stabilité politique depuis très longtemps, qui ont connu quelques petits mouvements d'humeur à l'intérieur des populations, mais globalement n'ont pas été instabilisés, n'ont pas été inquiétés par des guerres. Bon, l'Éthiopie était en guerre effectivement contre l'Érythrée, mais ça s'est stabilisé largement puisqu'ils ont fait la paix. Je parle pas de l'Érythrée, je parle de l'Éthiopie contre l'Érythrée, c'est bien ça, je suis fatigué. Il y a une instabilisation avec l'histoire du Tigré, mais globalement, ils sont d'accord maintenant pour que ce soit la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Nord. Ce sont des pays stratégiquement qui ont quand même une influence dans la région où ils sont. Alors l'Égypte évidemment étant le pays le plus important sur un plan numérique, 100 millions de personnes. L'Égypte a quand même la première armée du monde arabe et la plus grande armée des plus grandes armées au monde. Je crois que c'est la 10e ou 11e puissance militaire. Ce sont des pays qui, pour un plan stratégique, sont importants parce qu'il y a plusieurs verrous, que ce soit l'Afrique du Nord avec l'Égypte, l'Éthiopie avec la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest sur l'entrée de la région des Grands Lacs, ou l'Éthiopie qui est sur l'autre extrémité, sur l'Afrique de l'Est. En gros, ça fait quasiment un carré dont les Russes ont besoin pour garantir effectivement d'avoir des alliés dans la région. Parce que si ces pays ne sont pas neutralisés sur le plan de la relation avec la Russie, si ces pays se positionnent comme étant pro-américains, on vient de voir que le vote par exemple contre les Russes, l'Égypte a eu tendance plutôt à avoir une position favorable aux États-Unis malgré tout, puisque traditionnellement ils sont pro-américains depuis les années 70. Mais je pense que les Russes se positionnent sur ces 4 théâtres d'opération parce qu'ils ont besoin d'alliés pour asseoir leur réussite sur le terrain européen. Et on ne peut pas échapper à ces puissances. Bon, l'Afrique du Sud c'est déjà acquis, l'Algérie c'est acquis.
ils vont pas parler qu'à leurs amis traditionnels, ils les connaissent. Mais ces pays-là sont nécessaires. Ensuite, il y a une autre question qui n'est pas réglée, c'est la question effectivement d'un pays qu'on a fractionné en 4 parties, qui est la Somalie, qui pose problème, qui sans doute sera le prochain point d'accès pour la Russie. Je pense qu'ils vont s'intéresser près à ce qui se passe en Somalie. Ils ont réussi à garantir en partie, il y a eu plusieurs conjonctions qui sont ensemble, que l'Éthiopie ne soit pas détruite, puisque c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé. Il ne faut pas l'oublier, ça a duré 6 ans la présence italienne en Éthiopie, donc c'est pas vraiment de la colonisation. Ils ont gardé leur tradition, leur culture. Mais surtout, je pense que ce qui est en train de se faire, beaucoup n'aiment pas les Turcs pour des raisons de présence dans l'OTAN, mais en attendant, les Turcs sont en train de démontrer, en jouant une partition très finement jouée, qu'ils ont négocié, par exemple, pour que les Africains puissent recevoir les denrées alimentaires dont ils ont besoin. Je parle des pays qui sont le plus exposés par rapport à la Russie et par rapport à la crise ukrainienne. C'est les Turcs qui ont initié ça. Les Turcs sont en train de se placer en Afrique aussi de façon assez magistrale, et les Russes le savent très bien. Donc il y a à la fois une collaboration de gens qui s'aiment pas forcément, mais qui ont compris leur intérêt commun, une collaboration des pays qui sont clairement à l'aise. Je veux dire, la Turquie, c'est pareil, elle fait partie de cet axe-là, même si elle est dans l'OTAN, et une collaboration de partage de partenariat avec les Africains. Donc chacun y va de sa partition, mais je pense que, in fine, on l'a bien vu avec la crise éthiopienne était symptomatique. Les Russes étaient plus ou moins dans l'ombre tapis, les Chinois avaient investi en Éthiopie, les Américains manœuvraient sur les forces tigrènes pour déstabiliser le pays, et ce sont les drones turcs qui ont liquidé les positions. Donc tout le monde travaille dans ses intérêts bien compris, dans un but bien clair, c'est le nouveau monde qui est en train de naître. Donc je pense qu'effectivement, le choix de ces 4 pays n'est pas un hasard. Stratégiquement parlant, sur le plan géographique et sur le plan surtout du fait que c'est les pays qui sont plutôt favorables à l'Occident à l'origine. Peut-être moins l'Éthiopie aujourd'hui, mais les autres oui. Gamal, je reste avec vous et je voudrais cette fois-là que l'on puisse apprécier et avoir une réflexion autour d'un autre fait d'actualité qui pourrait clairement avoir un lien avec la présence de Sergueï Lavrov donc du côté du Congo. C'est l'actualité liée donc à la Libye, parce qu'on le sait, le président Sassou Nguesso est président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, alors que sur le sol libyen ça se passe pas clairement bien. D'ailleurs, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le 23 du mois en cours, a appelé d'ailleurs les 2 parties en conflit à un véritable cessez-le-feu, alors que le cœur même de Tripoli subissait clairement les attaques. Alors, est-ce que aujourd'hui cela pourrait clairement donner encore d'auteur au président Denis Sassou Nguesso, qui est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la question libyenne, de voir un peu plus clair et de mieux apprécier clairement ce dossier-là? Sassou Nguesso a pour lui un avantage, c'est qu'il n'est pas arabe. Déjà, ça commence par ça. Il n'est pas musulman, il n'est donc pas, a priori, considéré comme étant partie prenante. Sassou Nguesso, c'est un peu, je vais dire lui ou tout ce qu'il représente plus ou moins, c'est un peu ce que Kadhafi rêvait de connaître, une Afrique unie. Donc il part là-bas comme une sorte d'homme de bienfait. Il veut essayer d'apporter une solution qui a été écartée. Les agents ont été écartés de la négociation récemment. Et on se rend bien compte que effectivement la poudrière, parce qu'on peut parler de poudrière libyenne qui depuis 11 ans maintenant, enfin 10 ans, bientôt 11 ans, est en guerre chronique parce qu'alimentée par l'extérieur, cette poudrière voit différents théâtres d'opération et différents acteurs. Il y a les Turcs sur le gouvernement tripolitain qui soutiennent donc ce fameux gouvernement, l'ex-gouvernement de Serraj. Il y a du côté américain et du côté égyptien, puisque c'est l'autre force, Haftar, qui est un ancien agent de la CIA et qui travaille clairement pas pour les intérêts de la Libye, qui est soutenu par à la fois les Turcs, les Américains et les Émirats arabes unis. Il y a le sud de la Libye, c'est pareil, qui a aussi une partition indépendantiste, puisque c'est plutôt des gens qui étaient plutôt favorables au pouvoir de Kadhafi. Et il y a donc différentes strates en Libye qui s'affrontent. Et effectivement, le fait d'avoir créé un nouveau gouvernement en évinçant le premier légitime, qui était reconnu internationalement, ça a créé une tension. Ensuite, à Libye, c'est aussi un général Haftar qui a osé menacer l'Algérie. Bon, je ne vais même pas caractériser le caractère imbécile du personnage. Il faut être très bête pour faire une menace comme celle-là, mais il a osé la faire. Il a été calmé par ses propres forces parce qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. Mais c'est quand même un homme qui peut être dangereux s'il arrive aux commandes. Après, effectivement, les Russes ont tendance à soutenir cette frange, c'est assez surprenant, en soutenant l'Égypte. Il y a des raisons géostratégiques qu'on connaît sans doute pas. Ce qui est certain, c'est que l'Égypte joue un peu le double jeu, un petit peu des États-Unis, un petit peu de Russie, même s'ils sont très pro-américains, puisque l'essentiel des investissements viennent des États-Unis. Et je pense que les Russes aimeraient faire basculer l'Égypte du côté à nouveau russe, comme c'était le cas du temps de Nasser. Donc c'est compliqué.
Mais aujourd'hui, le monde est en train de changer, les forces sont en train de changer de place. On pourrait être très surpris jusqu'à voir des ennemis traditionnels de la Russie ralliés à la Russie. Ce qui est certain, c'est que les pays à qui il a été rendu visite ne sont pas forcément des pays qui étaient favorables aux Russes, mais qu'ils tentent de retourner en sa faveur. Et je pense que Sassou Nguesso sur la question libyenne, ce ne sera pas un hasard. Il aura la possibilité à la fois, parce qu'il n'est pas en mauvais terme avec les Turcs, de discuter la partie turque, de discuter la partie russe, puisque Haftar est soutenu par les Russes, de discuter évidemment la partie égyptienne, parce que l'Égypte, malgré tout, reste un pilier du monde arabe et du monde africain, et de faire en sorte, peut-être, en apportant ses bons offices, que les tensions qui sont en train de se raviver à Tripoli, comme vous l'avez souligné, puissent s'apaiser. Mais le terrain d'opération libyen est exactement le sentiment que ça donne aujourd'hui. Ça rappelle la guerre froide où tous les États faisaient une guerre par proxy et où les populations étaient massacrées à satiété. Aujourd'hui, la question libyenne va être évoquée parce que c'est une question à la fois politique, à la fois culturelle et énergétique. C'est pas rien, la Libye. C'est un énorme producteur de gaz et pétrole. Ils viennent de découvrir des réserves considérables de gaz au large de Tripoli. Et donc, ils ne peuvent pas prendre le risque de se couper d'un tel approvisionnement, sachant que les Russes aujourd'hui ont montré qu'ils étaient capables de couper à l'arrivée de pétrole aux Européens. Donc tout ça, c'est un jeu géostratégique très compliqué. Mais comme je le dis tout le temps, et c'est ce que disait d'ailleurs, je crois, le général de Gaulle, je me trompe pas, c'est bien lui qu'on attribue ça. Simplement, c'est que dans les rapports politiques, dans les rapports d'État-État, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Même les Américains, qui semblent être les alliés indéfectibles de la France et d'Angleterre, s'il y a de l'argent à prendre, ils n'hésiteront pas à tourner le dos à leurs alliés pour prendre l'argent. C'est une question clairement de rapine. Ces gens-là sont dans une démarche de rapine. Et les Russes s'inscrivent dans une démarche différente parce qu'ils n'ont pas besoin de gaz et de pétrole. Ils s'inscrivent dans une démarche de coopération pour développer des relations, comme sur un échiquier géant, des relations d'échec, des relations d'amitié durables avec des pays qui, depuis très longtemps, ont été trahis par leurs anciens partenaires. Emilia Larbaoui, je reviens à vous, puisque dans les différentes sorties de M. Serki Larov, on a clairement l'impression, du moins c'est pas une impression, ça reste un fait que la Russie n'a jamais digéré en tout cas le plan de déstabilisation qui a été mis en place par l'OTAN, les États-Unis et autres sur la Libye, et donc l'occasion est désormais plus que jamais donnée certainement peut-être pas de s'approprier, mais d'apporter également les bons offices, comme l'a dit d'ailleurs Gamal Abina, pour une médiation entre les parties belligérantes. Est-ce que le fait aujourd'hui d'aller, on va dire, au chevet du président du comité de haut niveau de l'Union africaine, M. Sassou Nguesso, président du Congo, peut permettre clairement de mieux aborder, de mieux toucher la question libyenne? Bien sûr, toutes les voies africaines peuvent régler ce problème. Maintenant, il faut savoir une chose. Je vais revenir à ce que notre ami Gamal a dit. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Égypte a toujours eu des vues sur une partie de la Libye. Et ça, par rapport à sa richesse. Et depuis Nasser. Beaucoup de gens pensent que Nasser était allié des Russes. Nasser a été mis en place par les Américains. Malheureusement, c'est la vérité. Et Nasser, à un moment, il avait demandé aux Américains de lui vendre des armes parce que c'est ce qu'on lui avait promis quand il a pris le pouvoir en Égypte. Et ils ont refusé de l'armer parce que Israël s'est opposé à cette opération. Donc c'est là où il s'est retourné vers les Russes. Mais Nasser n'a jamais été l'homme des Russes et l'Égypte n'a jamais été du côté des Russes. D'ailleurs, on le voit avec Anwar Sadat quand il y a eu la guerre de 73. Juste après cette guerre-là, et il y a toute une histoire derrière avec Kissinger, tout ça, c'est pas le moment, je vais pas la raconter maintenant, on viendra le moment où je dirai pourquoi et comment. Eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Anwar Sadat? Il a donné toutes les armes russes aux Américains pour qu'ils puissent espionner. Donc ça, c'est des choses qui sont méconnues peut-être de la part du public, mais j'aime pas, quand il y a des sujets qui sont abordés, j'aime pas me taire et j'aime que les panafricanistes sachent ce que j'ai su, ce que j'ai étudié aussi de près. Dans l'histoire du terrorisme, on a accès à beaucoup de documents, on a accès à l'histoire de chaque pays, pays par pays, le rôle qu'il a joué. Concernant les Turcs, ce n'est pas que je n'aime pas les Turcs. Quand on parle du terrorisme, je suis impartial. Erdogan a transporté des terroristes et ça, je n'aime pas. Maintenant, si on parle de la Turquie actuellement qui veut rentrer en Syrie, tout ça, c'est encore, ça rentre dans l'histoire et des accords de Lausanne. La Turquie, à partir de l'année prochaine, a le droit de récupérer Raqqa et le Mossul. Tout ce territoire
que la France lui a amputé. Donc, pour revenir au sujet principal, tous les pays africains, s'ils sont solidaires, ils peuvent régler ce problème. Parce que l'Égypte à elle-même ne pourra pas cavaler toute seule, il va falloir qu'elle se range. L'Égypte, c'est quoi? C'est un pays qui est entre l'Afrique, le Moyen-Orient et les pays du Golfe. Donc l'Égypte avait été choisie par les Américains et à l'époque, justement, Nasser avait été choisi par Eisenhower pour dominer et les Arabes, les Africains et les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire le côté arabo-musulman et le côté africain. Et ça a échoué avec l'éclatement de la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie. Ça a fait échouer tous leurs plans. Cette guerre a modifié le cours de l'histoire et elle a modifié la géopolitique du moment. Donc, la question libyenne, aujourd'hui, la Libye est coupée en trois. Il y a les Émirats arabes qui jouent un sale jeu avec leurs alliés français. La France a quitté, elle a quitté la Libye et elle essaye maintes fois et à chaque fois elle essaye de revenir. Mais il y a un barrage. Le barrage, c'est les Italiens. On oublie souvent le rôle des Italiens sur le continent africain et on oublie le rôle des Italiens principalement en Tunisie et en Libye. Et c'est pour cela quand M. Tebboune était en Italie, en visite officielle, il a abordé le sujet et il a dit ouvertement devant une conférence de presse, il a dit aux Italiens, vous devriez nous aider quand même à régler le problème de la Libye et le problème de la Tunisie. Ça a été très très mal interprété par les peuples des deux pays, mais en vérité, qu'est-ce qui a fait échouer justement l'histoire de Haftar, appuyé par les Émirats arabes et la France quand ils voulaient venir en 2019, c'était je crois octobre-novembre 2019, ils voulaient venir et occuper Tripoli. C'est les Italiens qui, eux, ont fait venir les Turcs. C'est les Italiens, les services secrets italiens qui ont demandé à la Turquie d'intervenir. Et par le traité de Lausanne, justement, j'y reviens, par le traité de Lausanne, les Turcs avaient le droit d'intervenir partout où il y avait une communauté turcophone. Et il s'avère qu'en Libye, il y a 1 million de turcophones, des descendants des Ottomans. Donc c'est avec par le biais de ces accords-là que la Turquie a signé avec le gouvernement de Sarraj à l'époque pour empêcher Haftar d'occuper Tripoli. Et c'était la chute de la Libye complètement. Donc cet accord qui a épargné la Libye, il y a eu l'intervention des Italiens, mais c'était à la demande aussi des Algériens. Et les Égyptiens, à l'époque, ils étaient pour cette opération, ils étaient pour occuper Tripoli. Mais aujourd'hui, l'Égypte, si M. Lavrov est parti en Égypte d'abord, c'est parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en jeu et qu'il fallait aborder. Aujourd'hui, l'Égypte est en train de changer un peu de bord. Ça pourrait nous apporter énormément, mais il y a des pays qui sont très influents en Afrique. Il y a l'Union africaine qui peut faire des demandes officielles au niveau des Nations Unies, qui peut régler ce problème. Et il faut que ce problème soit réglé, parce que le terrorisme qui revient en force en Afrique, c'est par la Libye. Donc c'est crucial que ça se règle ce problème. Merci à vous, Madame Linda Larbaoui. Nous, on va clairement écouter nos amis téléspectateurs au téléphone pour le cas donc de ce fait d'actualité du côté du Congo-Brazzaville. Delphin, vous nous avez rejoint par téléphone depuis un mois. Merci de nous avoir patienté. Merci de donner votre contribution. Bienvenue, Delphin. Allô, Delphin? D'accord. Merci bien, mon cher Frandoum. Je transmets mes salutations à l'ensemble des équipes d'Afrique Média et je vous remercie de m'accueillir une fois de plus ici à la maison. Je salue aussi Madame Linda Larbaoui ainsi que Monsieur Gamal Abina.
Je vais laisser de côté l'aspect de la Libye qu'ils ont su commenter. Je confirme simplement que effectivement, M. Sassou Nguesso joue un rôle important, en tout cas du point de vue africain, dans le dossier libyen, et me concentrer sur sur la région, j'allais dire, de l'Afrique centrale et le golfe du Guinée. Je vais de ce fait faire un petit cours d'histoire. Le Congo était l'ancien capital de la dynastie Kilukeni, qui gouvernait l'ancien empire du Congo avec un K. Cet empire a d'abord été attaqué par le royaume portugais à partir des années 1390, et il y a eu une suite de colonisation qui s'est poursuivie jusqu'aux années 1914. Pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est très important pour que les gens me comprennent bien. En fait, les Portugais, les Allemands, les Français n'ont pas cessé de se battre dans cette partie de l'Afrique jusqu'à ce que la France établisse sa colonie à travers le franc CFA. Sauf que au début des années 1990, plus exactement en 1916, la Belgique est arrivée dans la région des Grands Lacs et a formé ce que vous appelez aujourd'hui le Congo belge. Et aujourd'hui, au début des années 2010, la Russie est parvenue à contrer tout le bavardage soi-disant démocrate dans la région, notamment au niveau du Burundi. À l'époque de l'ancien président Nkurunziza, le Burundi a refusé de jouer le même rôle que le Rwanda, qu'Obama avait passé notamment tout son second mandat à convaincre les anciennes autorités du Burundi pour que nous aussi nous devenions des agents de la CIA en fait. Mais Dieu merci, le président Nkurunziza a tenu bon, il a refusé. Et c'est comme ça que le Burundi a commencé à collaborer avec la Russie. Et donc la Russie a verrouillé tout le travail de la CIA et de l'Atlantic Council, qui a clairement dit qu'il voulait dépecer la RDC pour en faire une sorte de Somalie bis. Et aujourd'hui, l'un des objectifs non avoués de M. Lavrov lors de sa visite, c'est de faire le même travail, mais de ce côté, c'est-à-dire après l'avoir fait du côté Est, donc notamment le Burundi et la Tanzanie, il veut réitérer la chose du côté Ouest, donc à travers le Congo-Brazzaville, qui, comme je l'ai expliqué au début, est une ancienne entité, du moins une ancienne partie de l'entité du royaume Congo avec un K. Et ce même royaume, en fait, figurait une partie de la RDC, une partie de l'Angola, une partie du Congo et une partie du Gabon. Donc, les Russes sont en train de consolider, en fait, l'une de leurs positions dans le cadre de la coopération panafricaine euro-asiatique pour contrer l'appétit excessif des États-Unis et de Bruxelles. Il faut savoir que la première bombe atomique états-unienne a été construite notamment grâce à l'uranium trouvé en RDC. Donc je pense que j'ai donné suffisamment d'éléments pour faire une lecture dans le cadre de la visite du chef de la diplomatie russe chez nous en ce moment. Donc je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres pour que d'autres puissent donner leurs avis. Merci très cher Delphin d'être passé à la maison pour contribuer dans le cadre de cette édition Appel sur le continent. Nous restons au standard, au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Alors que vous inspire davantage cette visite donc du ministre russe des Affaires étrangères en terre congolaise, une visite qui devra l'amener dans les jours à venir donc du côté de l'Ouganda mais surtout de l'Éthiopie. Est-ce qu'on a notre appelant au téléphone? Alors revenons donc avec nos amis au Gamal Abina mais surtout Linda Larbari, puisqu'on est clairement en train d'aborder la seconde dorsale de cette émission. Pour en sortir, il nous reste moins d'un quart d'heure. Linda Larbari, nous sommes clairement sur les enjeux autour de de cette région des Grands Lacs, avec donc clairement le point d'ancrage sur le Congo-Brazzaville. Mais je voudrais peut-être que l'on puisse clairement peut-être évacuer le sujet sur la Libye, puisque c'était d'ailleurs celui sur lequel nous étions avant de faire un petit crochet du côté du standard. Alors
s'il faille clairement que la Russie puisse véritablement implémenter sa dynamique sécuritaire sur le continent africain, la Libye reste aujourd'hui par contre, je veux dire, une zone quasiment tampon qu'il faudra clairement tout faire pour tenter de pacifier, parce que si jamais la Libye n'est pas pacifiée, il va sans dire que la zone du Sahel et même peut-être le Grand Nord sera également en proie à des questions d'insécurité, d'où l'urgence clairement de s'attarder sur cette question libyenne là. Mais à côté de cela, alors oui, à côté de cela, il y a également que la Russie voudrait clairement, je dis, régler cet impair causé par notamment, on va dire, le club otanien dans cette question libyenne, elle qui n'a jamais pardonné donc l'OTAN sur ses frappes, du moins sur la Libye, avec notamment qui avait emporté en son temps le guide libyen Mohamed Kadhafi. Donc, est-ce qu'on doit clairement comprendre aujourd'hui, Linda Labaoui, qu'il y a urgence clairement de pacifier la Libye aujourd'hui, si clairement la Russie veut voir son hégémonie, j'ai envie de le dire, clairement être consolidée sur le continent africain? Bien sûr que oui. Que cherche la Russie? L'intérêt de la Russie, c'est de couper la route aux Américains et de les remettre à leur place. L'intérêt de la Russie, c'est que l'Europe reste tranquille et qu'ils arrêtent de travailler au profit des Américains. Donc, quand on parle du pétrole et du gaz, c'est l'énergie. Donc, pour couper la route aux Américains, il faut s'attaquer au niveau à l'énergie européenne. C'est pour ça que la Russie est en train de faire la guerre énergétique aux Européens. C'est pour les affaiblir. En vérité, la guerre du pétrole, elle est terminée depuis longtemps. Mais le pétrole en soi, c'est une énergie, certes, mais le gaz est plus important que le pétrole, parce que les centrales, tout ça, les usines, ils fonctionnent pas au pétrole, ils fonctionnent au gaz. Donc, la Libye est un territoire très riche, bien sûr, de ces deux matières, et les Russes ne laisseront pas les Américains tout seuls jouer. Et la règle en géopolitique, ce que je rappelle tout le temps, s'il y a les Russes, et ben les Américains, si vous voulez faire intervenir les Américains, ben faites intervenir les Russes, et si vous voulez faire intervenir les Russes, faites intervenir les Américains. C'est une règle, ça. La nature n'aime pas le vide, donc dès qu'il y a un vide, il y en a un qui s'installe. La grande guerre que nous avons aujourd'hui, elle est économique, énergétique, elle est stratégique, elle est dans tous les domaines. Et ben on retrouve ça en Libye. On le retrouve en Libye par le littoral qui est très important, par justement le gaz que l'Égypte extrait de la mer, mais elle vole pas mal aux Libanais, mais elle vole un peu aussi aux Libyens, en association avec Israël. Il faut pas oublier que Monsieur Lavrov a parlé aussi du problème israélo-palestinien. C'est pas quand un officiel parle, il pèse ses mots, surtout cet homme-là. Il ne dit pas les choses au hasard. Et quand on prend, parce que j'ai noté tous les points, j'avais pas écouté avant, j'ai noté point par point. Quand on prend point par point, il y a un lien entre tous ces dossiers. Il y a un lien véritablement. Il y a un lien aussi avec le discours que Monsieur Lavrov nous a fait en Algérie, et il s'est adressé aux Africains quand il a dit il faut contrer les Nations Unies, et puis il y a 2 poids 2 mesures. Donc on retombe dans les 2 poids et 2 mesures, et on retombe dans les dossiers qu'il faut impérativement régler, et que les États-Unis n'ont jamais voulu régler. On peut régler la question de la Libye, on peut la régler. L'Algérie, qui partage plus de 900 kilomètres de frontières avec la Libye, il y a aussi la Tunisie qui à chaque fois réussit à déjouer des attentats, ou ils réussissent à déjouer aussi l'entrée de terroristes chez eux. Donc il y a tout ça qu'il faut voir, mais il y a aussi le côté tchadien en bas qui joue un sale jeu. Et les terroristes, ben, ils se baladent tranquillement, et le Tchad ne dit rien. Mais ça, là, qui c'est qui joue de ce côté-là? C'est la France qui joue, ce n'est pas les États-Unis. Mais justement, voilà, si on fait la guerre aux Américains, eh ben, il faut faire la guerre aux Français, parce que les Français, ils donnent du pouvoir aux Américains. Donc aujourd'hui,
il faut régler l'histoire de la Libye, il faut que ça se règle entre Africains, entre Libyens déjà. Il faut que les Libyens arrivent à aller jusqu'à un vote et il faut qu'ils arrivent à trouver une solution entre eux. Chose qui peut pas se passer parce qu'il y a pas mal de mains étrangères. Voilà, on parlait de l'Égypte. Eh ben, l'Égypte a joué longtemps un sale jeu. Quand on prend l'opération Sirli, eh ben, ça partait de Marsa Matrouh. Les avions, ils partaient d'une terre égyptienne, de Marsa Matrouh. Ça partait pas d'ailleurs. Donc, l'Égypte a joué un sale rôle. C'est des civils qui ont été visés, ciblés, et il y a eu plus de 122 attaques où des civils sont morts. Et il y a le côté du Tchad aussi, où ils savent très bien ce qui se passe et ils veulent pas que ça se règle parce que la France ne le veut pas. Donc la question libyenne est très importante et c'est impérativement urgent de régler tout ça parce que si Bamako est ciblé et on arrive à passer tous les barrages, c'est parce qu'il y a un territoire comme la Libye qui est un jeu pour toutes les forces étrangères. Merci à vous, Madame Linda Larbaoui. Alors, je reviens donc à vous, Gamal Abina, pour clairement tenter d'apprécier au mieux donc l'importance d'avoir un point d'ancrage avec le Congo-Brazzaville, puisque c'est d'ailleurs le sujet qui nous intéresse clairement. Ce soir, il y aura donc un tête-à-tête demain avec le président Denis Sassou Nguesso, entre donc le président Denis Sassou Nguesso et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. À quoi doit-on s'attendre clairement dans les jours à venir, puisque c'est une offensive de la diplomatie russe qui est désormais enclenchée sur le continent africain, Gamal Abina? Alors oui, d'abord pour commencer, ça va être c'est un petit peu, on n'aura pas le temps de développer. Pour le coup, je suis pas d'accord avec Linda, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais sur la question égyptienne, pas du tout. Mon nom vient de Nasser, c'est pas par hasard. Non, l'Égypte n'a pas été un produit américain. Nasser s'est froissé avec les Américains parce qu'ils lui ont refusé la construction du barrage d'Assouan. C'est pour ça qu'il s'est tourné vers les Russes, c'est vrai. Mais l'Amérique a fait la guerre à Nasser. Ils ont stoppé l'offensive tripartite franco-anglaise et israélienne, c'est vrai, parce que les Russes ont tapé les poings sur la table. Mais ça n'a pas empêché, évidemment, les Américains d'aider les Israéliens pendant la guerre 73 contre l'Égypte. Donc ça pour dire simplement, c'est que s'il n'y a pas de Nasser aujourd'hui, parce que je veux bien tout entendre, je veux bien qu'on réécrive l'histoire, s'il n'y a pas de Nasser aujourd'hui, l'Algérie n'est pas indépendante, c'est lui qui fournissait les armes à l'Algérie, il faut jamais le perdre de vue. S'il n'y a pas le panarabisme, je sais que ça pose problème en Afrique du Nord malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas d'indépendance de l'Algérie parce que sa vision était une vision de libération du monde arabe. Donc je sais que ça dérange malheureusement, après c'est une question algéro-algérienne, j'ai eu un débat cet après-midi à la radio pour ça, mais il faut pas réécrire l'histoire. Nasser, les gens voulaient sa peau. Il a entamé tout un tas d'actions. Il a créé l'OLP, il a entamé tout un tas d'actions antisionistes. Il a voulu fédérer avec les Léniniers. C'est quand même quelqu'un qui compte et qu'on ne peut pas réduire à un agent américain. Sinon, à ce moment-là, Castro, c'est un agent américain parce qu'il a demandé aussi un financement des États-Unis. Finalement, il s'est rapproché des Russes. Il y a des forces en présence dans le monde qui font qu'on est parfois obligé, malheureusement, de devoir composer avec les ennemis, puis après de revenir sur la réalité. Donc, ce qui se passe demain avec Sassou Nguesso, c'est pareil. Sassou Nguesso, c'est pas vraiment un anti-impérialiste de base. Mais évidemment, les rapports de force changent. Et je le répétais, et je le répète, devant la réalité, les hommes n'ont pas vocation à être des traîtres. Il y a des traîtres, ça arrive, effectivement, on le connaissait, d'immenses traîtres. Et puis il y a d'autres personnes qui ont peur et par lâcheté préfèrent s'arranger du côté de l'Occident, par exemple. Sauf que l'Occident aujourd'hui est en difficulté. Donc ces mêmes personnes qui avaient peur hier, on commence à les entendre parler. On commence à avoir un repositionnement stratégique parce qu'ils voient qu'il y a peut-être quelque chose à prendre ailleurs sous le parapluie russo-chinois. Donc je pense qu'effectivement, à l'aune des réalités et à l'aune de ce qui va se passer, si demain Sassou Nguesso est convaincu par les Russes, sachant qu'il y a les livraisons de blé qui vont se faire pour certains pays africains, s'il est convaincu par les Russes et s'il est convaincu qu'il vaut mieux travailler avec les Russes et les Chinois plutôt que les Américains qui n'ont jamais été vraiment de bons partenaires, à ce moment-là, il va peut-être revoir sa copie. Et c'est lui qui est quand même pas, je vous dis pas le plus gros anti-impérialiste qui soit, suit cette logique-là, ça va peut-être profiter, et là je fais une extension, je fais la politique fiction peut-être profiter à l'Afrique, la fameuse l'ex-Zaïre, ce texte Congo belge qui a tellement souffert, peut-être qu'enfin il y aura la possibilité que le pillage s'arrête et que le pays soit sécurisé. C'est les perspectives qui sont alléchantes, qui peuvent être intéressantes. Évidemment, il faut être très clair, les Russes jouent leur partition, ont des intérêts aussi. On ne peut pas se jeter dans les bras de quelqu'un sans
tenir compte quand même des rapports de force, mais aujourd'hui, le terrain est très, très favorable. Le retour de cette guerre froide qui ne dit pas son nom n'est pas discutable. Et aujourd'hui, il y a plus qu'hier, j'ai envie de dire, des possibilités de faire des choses, parce que l'Union soviétique a pas été toujours sympa avec l'Afrique, elle a été parfois très mauvaise, surtout vers la fin de son parcours. La Russie d'aujourd'hui peut être intéressante parce qu'elle semble vouloir montrer vraiment qu'elle n'est pas du tout un impérialiste, c'est vrai, mais il faut jamais oublier que ça reste des grandes batailles d'empire. C'est comme la Turquie, qui est un grand empire historiquement et qui s'est rabougri. Aujourd'hui, il veut redevenir une grande puissance économique à l'aune de son influence régionale. Tout le monde cherche ses intérêts, c'est normal. Maintenant, il faut comprendre que si les intérêts sont à sens unique, ça n'intéressera évidemment pas les grands perdants que sont les Africains depuis 60 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut espérer que les cartes soient rebattues. On va être très surpris, je pense, dans les semaines et les mois à venir, de voir des présidents qui étaient absolument infâmes, infects, vendus au possible, changer de position. On peut être très surpris à telle enseigne que les pires alliés occidentaux sur le continent africain pourraient peut-être basculer de l'autre côté. Et je prends l'exemple très concret pour finir mon propos. On prend l'exemple symptomatique de l'Éthiopie, qui était littéralement, c'était le caniche des États-Unis dans la région. L'arrivée d'Abiy Ahmed a totalement changé la donne. Il s'est tourné vers l'Est, il a déjà anticipé le mouvement à l'Est, il a été intelligent, c'est même très très intelligent, qui a su qu'il fallait basculer à l'Est, et aujourd'hui, c'est devenu un ennemi déclaré des États-Unis. Donc c'est toujours intéressant de savoir que les rapports de force peuvent changer, que des pays qu'on croyait complètement perdus, finalement, reviennent du côté plutôt populaire de leur population, dans l'intérêt de leur population et de leur continent. Merci à vous, Gamal Abina. Linda Larbanui a une minute pour conclure définitivement ce programme Appel sur le continent. Eh bien, Gamal l'a clairement dit, le rapport de force peut clairement désormais donc changer au regard de cette grande diplomatie russe qui est donc clairement en mouvement sur le continent africain, et la lecture, elle est clairement futuriste. À quoi doit-on clairement s'attendre, Linda Larbanui, après peut-être cette tournée, du moins à l'issue de cette tournée à mi-parcours de Sergei Lavrov, qui est donc actuellement du côté du Congo-Brazzaville. Linda, la parole est à vous, je vous en prie. J'ai pas entendu la question, excusez-moi. D'accord, on veut clairement sortir et on veut se projeter à l'avenir. Que doit-on retenir de ce voyage à mi-parcours du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov? Une affirmation des Russes qui sont bien installés en Afrique avec des alliés et qui ne comptent pas partir. Si c'est la volonté des États-Unis et de la France de les faire partir, et des Anglais, bien évidemment, il ne faut pas les oublier. La Russie est prête à travailler avec les Africains si les Africains veulent travailler avec elle. Et une consolidation justement de diverses opinions aux Nations Unies et d'être ensemble pour contrer tout ce qui est à sens unique aux Nations Unies et tous les dossiers qui sont en statu quo aux Nations Unies. Essayer de dépatouiller tout ce qui est conflit au niveau international, et les conflits, on sait très bien d'où ils viennent. Donc ça, c'était un message aussi. Et merci. Merci infiniment à vous, Linda Larbanui. Merci à vous, Gamal Abina. Stop et fin donc d'appel sur le continent, édition de ce 25 juin 2022. Nous sommes donc fort heureux de vous avoir su, très nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, l'information est en continu. Juste après moi, l'édition du Grand Journal, la toute première édition de la semaine. Une présentation de Madame Christelle Wandi qui vous attend dans l'autre studio. À très bonne suite des programmes sur vos télévisions panafricaines.